Je vais donner la parole à Thomas Jagère. Thomas Jagère dirige l'Institut européen de la main à Luxembourg que j'ai créé grâce à Raymond Lys dans ce somptueux hôpital qui est l'hôpital Kirchberg il y a 15 ans maintenant. Et il a repris les rênes de cet institut, j'ai particulièrement actif. Il va vous faire part de notre expérience et de l'évolution des idées sur la pseudarthrose du scaphoïde, qui est un vrai problème et qui sera discuté par Christophe Matoulin. Monsieur le Président, professeur Merz, professeur Matoulin, chers confrères, je vous remercie de me donner l'opportunité de vous présenter une forme de revue des évolutions dans la prise en charge du scaphoïde carpien. Le scaphoïde carpien, comme vous le savez, est le siège de l'os le plus fracturé au niveau du carpe, 4 pour 1000 habitants par an. Et quel que soit le traitement, il y a environ 10 à 15% de pseudarthrose, avec des facteurs qui vont dépendre du trait de fracture, de la vascularisation, du site, de l'axe du trait, des facteurs qui vont dépendre également du médecin et du patient, souvent par défaut de consultation, à peu près 35% des cas, défaut d'exploration, 10% des cas, et défaut de suivi, notamment pour s'assurer de la consolidation finale de ces fractures fraîches. On a également une tendance opératoire sur les fractures du scaphoïde qui amène souvent, qui vient d'une indication de confort ou d'une indication économique, mais qui amène également des problèmes avec des complications techniques, surtout si les opérateurs ne sont pas assez expérimentés, et avec des reprises qui vont être difficiles, d'une part parce qu'elles se font matérielles en place, et d'autre part parce qu'on peut avoir les dégâts liés à la mise en place du matériel et à son usage. L'évolution prévisible et inéluctable d'une pseudarthrose de scaphoïde, elle est connue, c'est l'évolution d'une arthrose de type snack wrist, qui apparaît entre 5 et 10 ans. On a finalement des techniques que vous avez vues sur les topos précédents qui n'ont pas beaucoup changé depuis des années. On a quelques implants, quelques détails techniques qui ont changé. Et c'est l'arthrodèse des 4 os, la résection de première rangée, les implants prothétiques, avec finalement des résultats qui sont toujours un petit peu moyens par rapport à un poignet normal, avec systématiquement une perte de force, systématiquement une perte d'endurance, une perte de mobilité et des douleurs chroniques, comme on l'a vu, à plus ou moins importantes. Et finalement, ça contraste beaucoup avec les résultats du traitement précoce des pseudarthroses, qui sont souvent un poignet quasiment normal. C'est une pathologie de l'homme jeune, il ne faut pas oublier que 5 à 10 ans plus tard, il est en pleine activité professionnelle, et ça peut condamner les activités professionnelles, créer de l'invalidité, et ça a un coût socio-économique qui est non négligeable, à des moments où les patients ne peuvent pas forcément toujours se reconvertir. Donc en 2018, on doit être capable d'identifier une fracture fraîche, on doit être capable de la traiter convenablement, de la suivre pour réussir à s'assurer du fait qu'elle consolide, et on doit dans l'idéal plus surveiller une pseudarthrose en dehors de cas extrêmement précis, il faut intervenir tant que c'est faisable. Les classifications, vous les connaissez, elles sont très répandues. Sur la zone, on va utiliser la classification de Schoenberg pour le site. L'état d'avancement de la pseudarthrose avait été proposé par Alno avec des stades, tout d'abord avec résorption, plicature, et ensuite les fameux stades arthrosiques. Les évolutions, elles vont déjà concerner la biomécanique et la physiopathologie. La vascularisation du scaphoïde, on le sait, elle est rétrograde, essentiellement à partir d'une origine postérieure. Ça a été confirmé par des travaux en micro-scanner, où on retrouve finalement surtout une vascularisation qui se fait à partir de la partie postérieure, juste sous la crête, c'est là qu'on a le plus gros vaisseau, mais également sur les insertions ligamentaires, et notamment sur l'insertion du ligament radio-scapho-capitate. La vascularisation proximale d'un scaphoïde normal n'est pas si mauvaise. Et par contre, c'est intéressant de voir finalement qu'une voie antérieure comme une voie postérieure vont abîmer la vascularisation de ce scaphoïde qu'on va chercher à faire consolider. La progression de l'arthrose, le poignet snack, a été défini par Wender avec une progression logique qui démarrait en radioscaphoïdien avec le snack 1 et qui va s'étendre ensuite tout doucement jusqu'à atteindre la totalité du poignet. Par contre, elle souffre du problème que c'est une définition radiographique et même intra-observateur, on a une très mauvaise reproductibilité de la classification. Par contre, quand on s'intéresse à des techniques modernes d'imagerie en couple, arthroscanner, IRM, arthro-IRM et puis arthroscopie, on a par contre une beaucoup plus grande pertinence avec une reproduction qui est quasiment parfaite. Et on va se rendre compte que l'usure est plutôt autour du scaphoïde. On va avoir une usure radioscaphoïdienne, STT, scapho-capitate, certaines formes qui ne sont pas classables dans le snack. Et de manière générale, on va avoir une atteinte plutôt diffuse quand la pseudarthrose est proximale et plutôt styloïdienne quand on a affaire au tiers moyen et tiers distal uniquement. La biomécanique explique cela, puisqu'en fait les travaux de Moritomo et de Nakamura ont permis d'isoler deux grandes localisations, les traits qui sont proximaux à la crête dorsale du scaphoïde et les traits qui sont distaux.
Et finalement, c'est la cohésion entre les rangées qui va changer, puisqu'on a un mécanisme de torsion à l'intérieur de la première rangée, qui est bien contrôlé quand la fracture est proximale, par l'intermédiaire du ligament dorsal intercarpien et du ligament scapholinaire dorsal. Et on a assez peu de mobilité dans cette pseudarthrose, ça va plutôt être une translation très lente et une arthrose un peu diffuse. Quand on va avoir une fracture qui est distale, on a au contraire une déstabilisation ostéoligamentaire des rangées, qui évolue vers l'hypermobilité, qui explique probablement une part de cette pseudarthrose, et la fameuse plicature avec la classification, cette fois de Wender, tout à fait classique. Sur le plan du diagnostic, quelques évolutions. Le scanner n'est pas nouveau, par contre il est absolument indispensable au traitement à l'heure actuelle. D'une part parce qu'il va permettre de mesurer le défect osseux, il va permettre d'étudier de manière très précise la déformation. On va également pouvoir, dans la forme arthroscanner, vérifier la qualité du cartilage articulaire, c'est important pour les choix. Et il va falloir se servir du scanner pour évaluer la consolidation finale. On ne peut plus se contenter de radiographie à l'heure actuelle. La vascularisation, c'est un petit peu plus problématique. En effet, c'est difficile malgré les progrès qui ont été faits. L'étalon est délicat puisque même sur les études histologiques, la nécrose est hétérogène à l'intérieur d'un pôle proximal. Le facteur qui est le plus corrélé à l'histologie, c'est le saignement péropératoire. Or, le planning doit se faire avant sur le plan chirurgical dans l'idéal. L'IRM injecté est un petit peu plus corrélé à ce saignement péropératoire, mais finalement l'intérêt est un peu discuté, puisque la vascularisation du scaphoïde ne change pas forcément le taux de consolidation et ne change pas forcément le résultat clinique. Sur le plan thérapeutique, maintenant, de manière un petit peu plus intéressante, on a ces traitements qui sont classiques, que vous connaissez tous, avec la greffe de matirus en sarcophage, qui est moins employée, la greffe cunéiforme antérieure de Fils de Fernandez, qui elle par contre est tout à fait d'actualité. Et il reste quelques questions, finalement, est-ce qu'il faut greffer absolument toutes les pseudarthroses? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme greffe? Quel mode d'ostéosynthèse? Et que faire si le pôle proximal n'est pas utilisable? Finalement, les questions ouvertes ont une réponse, les autres sont un petit peu plus discutées. Est-ce qu'il faut greffer toutes les pseudarthroses? Il n'y a pas forcément. La mise en compression des zones de pseudarthrose est bien connue au membre inférieur par la dynamisation des clous. Et dans la même idée, le vissage percutané peut être proposé pour certaines pseudarthroses, mais qui doivent être très bien sélectionnées. Quand on regarde les études, on a des résultats qui sont très encourageants, mais si on gratte un petit peu en dessous des résultats globaux, on se rend compte que dans certains cas, il ne s'agissait pas de pseudarthrose, mais finalement plutôt de retard de consolidation. Donc ces techniques sont intéressantes, sont ajoutées à l'arsenal, mais il faut les réserver pour les pseudarthroses qui sont absolument récentes, très récentes, en dessous d'1 an, puisque au-delà on a une diminution des résultats, et par contre de manière documentée, c'est-à-dire qu'il faut avoir la radiographie qui n'a pas permis de mettre en place, de visualiser la fracture. Et il faut que ces pseudarthroses, bien sûr, ne soient pas déformées, et avec le minimum de résorption pour avoir une bonne interface osseuse. En cas de greffe, quelle greffe? On va déjà discuter entre la greffe spongieuse et corticospongieuse, les choses sont assez établies. Finalement, la greffe spongieuse consolide plus vite, consolide mieux. Par contre, elle est plus souple, donc elle corrige moins la déformation. C'est donc logique de l'utiliser sur des scaphoïdes à forme conservée, d'autant plus si on s'oriente vers un traitement mini-invasif où la manipulation de la greffe va aussi être beaucoup plus facile. La greffe corticospongieuse, par contre, est indispensable quand on va avoir affaire à une correction de forme pour plicature, parce qu'elle a une meilleure résistance mécanique. Cratillaco-radius distal, là aussi il y a de moins en moins de débats, puisque les qualités mécaniques et les qualités biologiques penchent clairement en faveur de la greffe iliaque. Par contre, la consolidation est strictement identique, et on a beaucoup moins de complications, et la simplicité de l'anesthésie leucorégionale est du même abord quand on utilise la greffe radiale, raison pour laquelle on utilise toujours une greffe radiale. La greffe iliaque vient lorsque le stock osseux apporté doit être très important, ou que la qualité du spongieux est trop mauvaise. Et elle peut rentrer en concurrence à ce niveau-là avec les greffes d'origine fémorale. Quel mode d'ostéosynthèse? L'absence d'ostéosynthèse amène 80% de consolidation. C'est pas suffisant à l'heure actuelle, d'autant plus que les modes d'ostéosynthèse sont simples, avec des broches ou avec des vis cannulées autocompressives. Les broches sont assez reproductibles, avec en fonction des méta-analyses un avantage un peu plus pour la broche ou un peu plus pour la vis. En pratique, les broches sont souvent utilisées dans les cas les plus difficiles avec un bon taux de consolidation. Donc on a plutôt tendance à favoriser les broches, d'autant qu'on utilise des greffes vascularisées, puisque le différentiel d'efficacité se creuse plus en faveur des broches
par une diminution de l'interruption vasculaire à l'intérieur de la greffe. Par contre, la vis est très utile si on fait un traitement percutané ou qu'on a des fragments de bonne qualité. Si on doit choisir une vis, les vis avec, de type Herbert sont plus efficaces que les vis coniques. Les modes d'ostéosynthèse plus récents sont en fait assez peu étudiés, trop peu étudiés sur le plan clinique. Sur le plan biomécanique, comme toujours, on a une amélioration de la plaque verrouillée double vis par rapport aux moyens classiques, mais la biomécanique n'est pas toujours la superposition de la biologie. Notamment pour les plaques, la plaque antérieure va pouvoir proposer des conflits avec la marge antérieure du radius, et les plaques postérieures, pour les poser, il va falloir dévasculariser la zone très importante sous l'apex qu'on a vue sur le plan de la biologie. La greffe vascularisée, la question est un petit peu plus délicate puisque finalement il y a très peu de différence entre greffe vascularisée et non vascularisée. On a un meilleur taux de consolidation globale, finalement assez peu de complications spécifiques au fait que cette greffe soit vascularisée, même si la technique est plus complexe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces greffes vascularisées étant plus compliquées sont souvent utilisées dans les pseudarthroses qui sont ingrates, les plus difficiles, avec nécrose, les reprises. Et c'est intéressant de voir qu'elles sont stables dans leur taux de consolidation, quelle que soit la zone et quel que soit le contexte, reprise ou première intention. Donc en pratique, elles sont plus efficaces, plus robustes, et on va les utiliser justement dans ces contextes de nécrose, de reprise, et quand on va vouloir faire un seul essai chirurgical, notamment pour les pseudarthroses proximales, qui vont être très difficiles à reprendre si elles ne consolident pas du premier coup. Comme on l'a vu, on utilisera plutôt les broches pour préserver cette vascularisation précieuse qu'on aura levée de manière précautionneuse. Les greffons vascularisés utilisables, plusieurs formes un petit peu anecdotiques, la crête iliaque vascularisée, la côte vascularisée de Lanzetta, le premier ou le deuxième métacarpien pédiculé de Bertelli et de Brunelli, qui sont un petit peu plus confidentiels, et surtout radius distal pédiculé et condyle fémoral libre. Au niveau du radius, on a le greffon de Zeidenberg qui est pédiculé sur l'artère suprarétinaculaire 1-2. Il va être très utile surtout pour les pseudarthroses proximales, avec plusieurs modes d'agencement. On va pouvoir le mettre en interposition, quand on va avoir justement cette translation à corriger, ou alors on va pouvoir le poser en apposition, un peu une forme de sarcophage, pour faire l'union sur un scaphoïde qui ne serait pas déformé. On va avoir à côté de celui-là le greffon de Kuhlmann-Matulin qui offre l'avantage d'un fisc d'origine radiale, donc une bonne qualité osseuse, avec la possibilité de le tailler justement en point pour corriger une piqûre, et il a une très bonne indication au niveau des pseudarthroses du corps avec déformation. En sachant que ce greffon est un petit peu plus technique à lever, mais on peut s'aider parfois de variations anatomiques avec une artère centrale qui peut simplifier le prélèvement. Les greffons vascularisés à partir du condyle fémoral médial ont été décrits dans les années 90. Il existe deux variantes, une variante osseuse pure, donc ils sont pédiculés sur l'artère géniculée supérieure, que vous voyez ici, là, et une version qui est ostéochondrale, sur une artère transversale, et qui est plus technique, plus complexe à lever, mais qui permet d'obtenir une substitution biologique. Alors, c'est le greffon qui serait le plus efficace en termes de consolidation. Il offre un volume, une structure qui sont d'excellente qualité, quasiment proche de la crête iliaque. Assez peu de conséquences au genou, puisqu'on rapporte entre 2 et 3 mois avant de récupérer un genou indolore et tout à fait oublié. Par contre, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus long, on a les aléas de la microchirurgie, et c'est un traitement qui est relativement invasif. Ce qui est intéressant, qui était proposé pour cet article, c'est probablement un des avenirs sur nos chirurgies, c'est l'usage de l'imagerie, de la reconstruction 3D pour planifier au mieux les prélèvements et des impressions 3D pour pouvoir manipuler. On aime bien manipuler pour voir exactement ce qu'on va faire. À l'opposé, on va avoir des traitements mini-invasifs, des techniques percutanées. L'intérêt, ça va être de respecter les ligaments, de respecter la vascularisation. On a vu le vissage simple tout à l'heure, le vissage avec curetage percutané a été proposé, mais finalement la révélation, c'est plutôt l'apparition de l'arthroscopie qui va venir ajouter quelque chose d'intéressant. Alors on fait plutôt une arthroscopie qui est sèche ou peu iridée, afin d'éviter d'avoir la greffe qui part par la deuxième canule. On va faire d'abord un bilan du cartilage et des lésions associées. On est toujours surpris de les retrouver dans près de 50% des cas, mais leur traitement ne change rien au résultat. Toutes les étapes d'avivement, de curetage, de récupération vont pouvoir être contrôlées de visu à l'aide de l'optique par l'intermédiaire de l'articulation médiocarpienne. Et on va pouvoir rentrer la greffe qui va être compactée
jusqu'à avoir un remplissage de la zone, et on mettra en place une vis compressive sous contrôle scopique, et on pourra vérifier en paire opératoire à l'aide du crochet la bonne stabilité du montage, mais également par un coup d'optique en radiocarpien qu'on n'a pas de débord de vis. Alors les résultats sont très intéressants, ce qui confirme l'intérêt de préserver les tissus avec moins d'enraidissement, des bonnes consolidations. Par contre, on va avoir des limites qui sont les limites finalement du vissage rétrograde, quand le fragment est trop petit, le trait oblique, les limites de la greffe spongieuse lorsqu'on a une déformation, ce n'est pas logique, et les limites de l'opérateur puisque ça reste technique. Donc pour nous, c'est une technique qui est essentiellement utile dès que la forme du scaphoïde est conservée et qu'on a une résorption. Lorsque le pôle proximal n'est pas exploitable, ça peut être par une nécrose, parce qu'il est trop petit ou parce qu'on a une arthrose limitée, il va falloir le substituer. Vous avez vu tout à l'heure la prothèse APSI en pyrocarbone, dont la technique est simple, on retire le tiers proximal et on met l'interposition. Les résultats sont très intéressants dans le temps, avec une bonne préservation de la mobilité et tout sans séquelles. Les substitutions biologiques sont plus complexes, avec le cartilage costal, le condyle fémoral, l'amatome non vascularisé, mais qui pose des problèmes d'adéquation et d'adéquation avec la forme du scaphoïde, et manque encore de recul. Par contre, la valeur réelle est toujours discutée et plutôt indiquée, on va dire, lorsque le défect scaphoïdien est trop important. Les échecs de ces cures de pseudarthrose, on peut avoir des défauts de consolidation, c'est là qu'on utilisera de nouveau des greffes vascularisées. Ici, les dégâts d'une vis avec un contexte de pseudarthrose. Et c'est parce que ces reprises sont difficiles, plus on va être proximal, qu'on propose une greffe vascularisée d'emblée. La nécrose, c'est pas parce qu'on a une consolidation qu'on a un poignet qui va bien, donc ici probablement une indication d'APSI. Et les cales vicieux et formes du scaphoïde, le but est double. Première chose, d'obtenir la consolidation. Deuxième chose, de restaurer l'anatomie, parce que sinon, on ne restaure pas la cinématique au niveau du poignet. Et il va falloir les reprendre. Ici, une cure avec excès de longueur iatrogène, traitée par ostéotomie d'accourcissement. Les pseudarthroses moins typiques, il faut penser toujours à regarder, comme dans toute chirurgie du poignet, ce qui se passe autour, pour ne pas couper des ponts lorsqu'on va avoir une rhizarthrose ou d'autres problèmes au niveau du poignet. On a vu également l'interposition STPI pour les lésions distales de la STT, et des indications un petit peu plus exotiques, ici avec une prothèse scapho-capitale qui est peut-être proposée en certains cas. On en arrive à une forme d'algorithme de prise en charge. On a vu que la zone de pseudarthrose est très importante puisqu'elle va définir d'une part les possibilités techniques et d'autre part le type d'arthrose. Donc on va segmenter les zones, 1, 2, 3, 5 et 6. Est-ce que le fragment va être exploitable pour ces zones extrêmes? L'ancienneté, la résorption, la déformation entrent en compte, et le fait d'être éventuellement une reprise. L'arthrose associée a une importance, mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir si on peut s'en débarrasser par l'intermédiaire d'une styloïdectomie et évaluer les zones d'appui finales en fin de correction pour savoir si le programme est réaliste ou pas. Donc on en arrive à cet algorithme où finalement, quand le scaphoïde est utilisable, on va commencer dans cette zone-là, lorsqu'on a une pseudarthrose qui est strictement non déformée, dont on est sûr qu'elle est extrêmement récente par l'histoire radiographique détaillée, on va pouvoir éventuellement proposer un vissage simple auquel on ajoute dans l'idéal un contrôle arthroscopique pour contrôler la composante rotatoire, qui est toujours difficile à évaluer sur le plan radiographique. Quand on est à plus d'un an où on va avoir une résorption, ça va être la place, en cas de résorption faible, de la greffe spongieuse. On va donc proposer plutôt les greffes spongieuses arthroscopiques jusqu'à la limite du possible pour les zones proximales. Et sinon, on va s'orienter vers le Seidenberg apposé en sarcophage si le scaphoïde n'est pas déformé. Lorsqu'on va avoir une déformation, ça va être la zone de la greffe cortico-spongieuse, puisqu'il va falloir restaurer l'anatomie. On va donc plutôt s'orienter vers un fisque radial broché pour traiter une plicature, et un Seidenberg interposé pour traiter la translation, puisqu'on part sur du vascularisé d'emblée. Si on a un échec en cas de reprise, on part cette fois pour le corps sur l'interposition de Kuhlmann, éventuellement le Seidenberg, mais avec un rayon d'action qui est plus court. Ça dépendra de ce qui a été utilisé au préalable. Éventuellement le condyle fémoral médial osseux. Lorsque le fragment n'est pas exploitable, il va falloir utiliser les abscies, les interpositions, voire du cartilage en fonction du défect osseux. Au niveau de la STT, l'âge va jouer également sur ce qui est choisi entre prothèse et arthrothèse. Vous voyez que l'abstention finalement est très limitée dans ce terme. En conclusion, il n'y a pas toujours d'attitude qui est prouvée en fonction des sites. C'est difficile puisque les séries sont peu homogènes, avec des techniques différentes et des résultats qui restent globalement proches.
Les solutions mini-invasives sont très intéressantes et doivent être développées. Et on a également des solutions qui existent pour les cas difficiles. L'idée par contre est de démocratiser ces techniques et de former les opérateurs, puisque c'est des techniques qui peuvent être très difficiles avec une courbe d'apprentissage importante. Il ne faut pas banaliser la pseudarthrose, les traiter jeunes, tant que le poignet n'est pas abîmé, puisque lorsque la douleur arrivera plus tard, c'est le moment de l'arthrose. Et il faut obtenir la consolidation, mais aussi et surtout l'anatomie pour restaurer la cinématique du poignet. Et chaque pseudarthrose doit être évaluée entre les chances d'aboutir et la difficulté technique pour avoir une décision complètement surmontée. Merci de votre attention. Merci Thomas. La parole à Christophe Matulin qui ne va pas manquer de nous faire des observations critiques. À travers sa grande expérience. Alors, à peine. Alors, d'abord, je tiens à féliciter Thomas pour cette magnifique présentation et dire que quand même, quand j'ai commencé la chirurgie il y a malheureusement trop longtemps, la pseudarthrose scaphoïde était un problème. C'est un problème chirurgical. Je crois qu'on peut dire qu'en 2018, ce n'est pratiquement plus un problème. Il y a quelques échecs, mais c'est pratiquement plus un problème. On a résolu à peu près toutes les solutions. On sait donc, bien sûr, il nous l'a montré, qu'il faut opérer ces pseudarthroses parce que si on ne les opère pas, ça va dégénérer. Donc il a posé les bonnes questions. Faut-il absolument une greffe osseuse? Doit-elle être spongieuse ou corticospongieuse? Le site donneur doit-il être radial ou iliaque? La greffe vascularisée ou non? Il faut mettre des vis ou des broches, et comment on traite le problème du pôle proximal. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, quand on est sûr, il faut être sûr, c'est pour ça que le scanner est obligatoire, que la fracture est relativement, enfin la pseudarthrose est relativement récente et surtout qu'il n'est pas déplacé, un vissage sain suffit largement. N'oublions pas la magnifique intervention décrite par Matti Erus, qui est une excellente opportunité, et n'oublions pas encore que quand on fait cette greffe en sarcophage, il faut la fixer. Il faut la fixer, c'est-à-dire qu'il faut mettre des broches. La technique de fixe hollandaise est une bonne solution, puisque la perte de substance, on le sait, dans les pseudarthroses scaphoïdes, est palmaire. Toujours ce que les anglo-saxons appellent lumbar deformity, c'est l'applicature du scaphoïde sur la perte de substance palmaire, et donc quand on réduit le scaphoïde, on a toujours une perte de substance qui a une forme pyramidale, et c'est pour ça que ce greffon de fixe hollandaise est utile. Ah, greffe spongieuse. Alors là, on arrive dans l'arthroscopie. L'arthroscopie, on ne dénerve pas, on ne touche pas à la vascularisation, et on va mettre les greffons, et personnellement, moi j'utilise les greffons iliaques, spongieux, prélevés sur le radius, spongieux, et les résultats sont tout à fait spectaculaires, et je ne suis pas tout seul. Donc ça aussi, c'est un débat. Les greffes vascularisées, la première qui a été proposée par nos amis de la Mayo Clinic, est une greffe dorsale, et n'est pas très adaptée à la perte de substance palmaire, et du reste, ils le reconnaissent eux-mêmes. La greffe externe proposée par Heidenberg en Argentine est une greffe dont on connaît les limites un peu de la vascularisation, et Yves Saint-Castre, qui travaillait avec Rimbaud, nous a montré que la vascularisation n'était pas toujours certaine. Mais c'est vrai qu'elle peut être pratique, en particulier quand on a une styloïdectomie à réaliser en même temps. La greffe antérieure, rendons à César ce qui est à César, elle a été décrite par Robert Judet en 1964 et publiée dans les Cahiers des Arches. Et c'est Menke, anatomiste allemand, l'anatomie, comme tu disais, Anna Charles, qui nous a permis tant d'avancer, qui a montré, qui a décrit la vascularisation, et en même temps, Braun aux États-Unis, Kuhlmann en France et Kawai au Japon ont proposé à peu près le même type de greffon, avec une petite variante pour Kawai qui a du reste changé. Et avec Max Harley, nous avons juste remis au goût du jour cette vascularisation et surtout proposé une technique qui est plus certaine. Vis ou broche, ça c'est intéressant parce que je crois qu'on peut mettre des vis rétrogrades quand on a de quoi visser, mais dans les pôles proximaux, il n'est pas question de mettre des vis. Et vous voyez que là, j'ai modifié considérablement la technique parce que le brochage n'est plus un brochage scaphoïdien, mais c'est un brochage scapholinaire. Et ça, c'est les habitudes de l'arthroscopiste, puisque en fait, si on réfléchit bien, quand on est dans le poignet, le trichétrum, le lunatum et le pôle proximal sont dans le même plan, et donc c'est logique en fait de faire une fixation scapholinaire plutôt que de faire une fixation scaphoïdienne. Regardez ce problème donc, du pôle proximal, vous voyez que dans ces petits fragments, on est très embêté pour les traiter, et bien je peux vous dire que pour moi maintenant ce n'est plus un problème, car je les traite par arthroscopie, je les broche avec un brochage scapholinaire, on ne touche pas la vascularisation, et on a
bonne consolidation, avec toutes les séries actuelles qui commencent à parler de ce problème, obtiennent les mêmes résultats. Ça, c'est quand même une énorme avancée. Donc, en gros, quand on voit ton algorithme qui est très bien fait, on est assez d'accord sur la notion de greffe osseuse assez rapide. Et moi, je voudrais te poser des questions. Pourquoi la greffe latérale vascularisée? Est-ce que tu le fais seulement pour les pôles proximaux? Quelle est pour toi la place de la greffe arthroscopique? Et pourquoi choisir les indications en fonction de la localisation? Merci. Pourquoi la greffe latérale vascularisée? Parce que, en fait, sur le pôle proximal, je n'ai pas envie d'y retourner. C'est-à-dire que j'ai envie de faire tout de suite le maximum, parce qu'en fait, on va avoir sinon un risque de repseudarthrose avec le matériel qui va refaire une lise autour. Et lorsqu'on a cette atteinte proximale, on sait qu'on a un défaut vasculaire qui existe. Et c'est logique de faire tout de suite cette chirurgie maximaliste pour n'avoir à y aller qu'une seule fois. Et voilà. Seulement pour les pôles proximaux, oui. Cette attitude de greffe vascularisée d'emblée seulement pour les pôles proximaux. Après, certains le proposent parfois quand la pseudarthrose est très ancienne. Je ne suis pas partisan, notamment pour le corps, je ne suis pas partisan de ça. On a des bons résultats avec un fisc standard. On peut le réserver, on va dire, pour un échec de fisc, la greffe vascularisée au niveau du corps. En ce qui concerne la place de la greffe arthroscopique, je pense qu'elle est à faire, c'est-à-dire que je pense que c'est effectivement l'avenir de la chirurgie du scaphoïde et de la pseudarthrose. Je pense qu'il faut faire cette greffe arthroscopique le plus souvent possible, puisqu'elle a tous les avantages. Elle vous préserve les ligaments, elle va préserver la vascularisation, elle vous fait de toutes petites incisions que les patients apprécient beaucoup, et vous avez, à mon sens, dans mon expérience, aussi moins de raideur, puisque c'est sûr qu'on a abîmé beaucoup moins, on a moins de processus cicatriciels, on contrôle ce qu'on fait, et on va avoir tous les avantages de cette greffe arthroscopique, même si elle fait un petit peu peur sur les premiers cas, notamment au niveau de l'installation, de la manipulation des greffons. D'ailleurs, j'utilise plutôt des greffons qui sont attrapés avec un trocard à biopsie, parce qu'en fait, à la place d'avoir du spongieux fin, poussiéreux, qu'on met dans la canule, on en perd toujours au niveau des joints de la canule d'arthroscopie. Quand on a ces bonnes petites carottes osseuses, finalement, elles vont descendre toutes seules et on va réussir à en perdre le moins possible. Pourquoi choisir les indications en fonction de la localisation? Parce que c'est vrai que sur la greffe arthroscopique, j'ai plutôt tendance à proposer un vissage et la zone va influer sur ce qu'on peut visser et ce qu'on ne peut pas visser, exactement comme tu le disais tout à l'heure. Merci. Merci infiniment. Je voudrais d'abord remercier tous les orateurs. Nous avons assisté à une séance de haut niveau car il y avait derrière une énorme expérience chirurgicale ou un énorme travail d'anatomie. Et je voudrais insister sur deux points. L'anatomie, Alain Masquelet ne cesse de faire un plaidoyer pour dire que nos jeunes chirurgiens doivent impérativement faire cet effort d'apprentissage à travers la dissection, en particulier quand il y a des sujets aussi complexes que le plexus brachial, que le cycle d'honneur comme les autres. La deuxième chose, beaucoup d'orateurs ont insisté sur la série d'apprentissage. Ce n'est pas le patient qui doit servir de série d'apprentissage. Et ça justifie amplement tout ce que vous organisez comme enseignement. Et avec Raymond Lys à Luxembourg, nous avons institutionnalisé un cours pratique sur pièces anatomiques pour la Société française de chirurgie de la main. Et les jeunes chirurgiens viennent s'initier réellement pour réduire ce risque énorme médico-légal qu'est la série d'apprentissage. Merci au Président de nous avoir permis d'instaurer cette réunion quasi annuelle maintenant sur la chirurgie de la main et des membres supérieurs. J'espère que l'audience a trouvé beaucoup d'intérêt à ce que nos présentateurs puissent donner à travers une énorme expérience chirurgicale. Merci beaucoup.